L'invité régional, Michel Picard. 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'occasion d'une mobilisation en faveur de l'égalité des chances dans le parcours professionnel des personnes en situation de handicap. Emmanuel Wojnarowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service à l'ADAP Nord, un ESAT hors les murs. En deux mots, l'ADAP Nord. Alors l'ADAP Nord et l'ESAT hors murs, c'est un ESAT qui n'est pas un ESAT de production et qui accueille des personnes en situation de handicap psychique qui veulent aller travailler vers le milieu ordinaire. On va en reparler. À vos côtés, Yvan Talpart, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de l'AGFIP. L'AGFIP, alors, je le dirai une fois, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Dites-moi si je me trompe, mais votre rôle, c'est de collecter les fonds des entreprises qui ne répondent pas à l'obligation d'emploi de personnes handicapées. Et avec ces fonds, eh bien, vous financez finalement des projets publics. Est-ce que c'est à peu près le schéma ? Alors, c'est tout à fait ça. La mission de la GFIP est très simple, c'est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent travailler dans les entreprises de droit privé. Et effectivement, pour ce faire, on utilise la collecte. Donc, les fonds qui sont issus des entreprises qui répondent partiellement ou pas à l'obligation d'emploi. Et ces fonds sont bien utilisés pour mettre en place des services, des prestations, des aides qui sont censées répondre à ces besoins. Quand on parle de législation en termes d'emploi, on est à combien ? Quelle est la nécessité ? Quelle est l'obligation ? Oui, l'obligation d'emploi, c'est donc pour les établissements de plus de 20 salariés, l'obligation d'emploi de 1987, la loi Seguin, dit que ces établissements de plus de 20 salariés doivent embaucher 6% de leur effectif en travailleurs handicapés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On n'est pas à 6. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. On est à un peu plus de 3% en moyenne nationale, au-delà de 4 en Hauts-de-France. Voilà, donc ça n'est pas satisfaisant au titre de cette obligation d'emploi que j'ai l'habitude de dire qu'il s'agit d'un plancher, parce que 6%, on peut évidemment aller bien au-delà. Pardon, mais vous venez de dire que finalement, la région des Hauts-de-France, se porte plutôt moins mal que les autres dans le domaine. Elle se porte même plutôt bien dans ce domaine. La région de France, si demain elle était à 6%, elle générerait 10 000 emplois supplémentaires de personnes en situation de handicap. 10 000 emplois, ça paraît peu, et pourtant c'est beaucoup, sachant qu'aujourd'hui on est à plus de 56 000 personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi dans les Hauts-de-France. Emmanuel Wojnarowski, vous travaillez dans un ESAT hors mur, donc ça veut dire que ce ne sont pas les ESAT dont on a l'habitude, que ce soit le travail du bois, ou alors même ici à RCF, par exemple, nos dépliants, nos programmes sont faits en ESAT. En quoi ça correspond ? Alors ça correspond au fait d'accueillir des personnes qui souhaitent travailler dans le milieu ordinaire, qui peuvent avoir des projets divers et variés. Travailler en tant qu'assistant comptable, travailler en tant qu'employé libre-service, tous les métiers sont possibles. On va accompagner les personnes, les remobiliser, les aider à reprendre confiance en elles, et on va aller solliciter les entreprises pour pouvoir faire des immersions et leur trouver une place. Ça veut dire que vous n'avez pas d'atelier finalement ? On ne vient pas chez vous ? Comment On n'a pas d'atelier. On travaille vraiment sur de la remobilisation à travers, alors au début, des groupes collectifs pour remobiliser les personnes qui sont sur des thèmes. Le thème de l'emploi, le thème de la situation de handicap, parce que pour être bien dans son travail, rester dans son travail et maintenir sa situation professionnelle, il faut être en capacité d'expliquer à son employeur, à son manager, de quelle compensation on a besoin. De quoi on a besoin pour être bien au travail par rapport à la situation de handicap. Nous, on est sur du handicap psychique, donc handicap invisible. C'est très important que la personne connaisse et sache dire à son employeur de quoi elle a besoin. Est-ce que les employeurs aujourd'hui sont assez formés et réceptifs sur ce genre de thématique ? Vous parlez par exemple du handicap invisible, le handicap psychique, qui est quand même tout de même particulier. Alors, formés, je dirais malheureusement non. On est toujours on veut toujours améliorer les choses. Ouvert au changement, oui. Parce que voilà, on obtient assez facilement des entreprises qui nous accueillent et qui sont ouvertes à nous accueillir, des managers qui se rendent compte que ça change leur façon de se positionner, y compris pour leurs salariés, je vais dire lambda. Ça change leur façon de manager. La santé mentale est quand même la grande cause nationale de 2024-25. C'est important et nous, en plaçant les personnes, et gérer les personnes qu'on place en entreprise, sont les premiers porte-parole de la capacité de travail d'une personne en situation de handicap.
Pourquoi un employeur emploie-t-il une personne en situation de handicap ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui nous appelle en disant je veux employer quelqu'un. C'est d'abord nous qui démarchons, mais c'est les compétences, bien sûr. Et le fait de mettre en immersion permet à l'entreprise de se rendre compte qu'elle accueille une personne qui a des compétences, qui sait travailler, qui sait se positionner, qui sait être avec ses collègues. Et c'est la meilleure, je dirais, vitrine, étiquette qu'on peut apporter. Vous confirmez, Yvan Talpart, vous n'êtes pas là pour faire du social, en fait ? Ah non, pas du tout. Moi, je confirme qu'effectivement, le choix de l'employeur, c'est la compétence. Voilà. Et nos métiers à nous, c'est effectivement d'accompagner le besoin de compensation ou la formation nécessaire à la bonne intégration, au bon suivi des personnes qui peuvent avoir des besoins particuliers, besoins qui, comme le rappelait Emmanuel très justement, vont très très souvent bénéficier à l'ensemble des personnes et des salariés de l'entreprise de façon très bénéfique. Mais tout de même, si on a besoin de cette semaine, c'est qu'on le compte n'y est pas. Alors, le compte n'y est pas au titre de la loi. Donc la sensibilisation a encore besoin de pénétrer les uns les autres, les cerveaux, les entreprises. Oui, mais bien sûr, parce que si aujourd'hui, en France, sur les 100 000 établissements de plus de 20 salariés, 80% emploient au moins une personne handicapée, ce qui est quand même énorme. Pour autant, elles ne répondent pas à l'obligation. Ce qu'on attend d'une entreprise, c'est qu'elle soit un acteur engagé dans la société et que donc elle prenne à bras-le-corps, je dirais, l'ensemble des composantes de cette société. Voilà. Mais si on a fait une loi en France, c'est parce que on avait besoin d'accélérer les choses, parce que les choses ne se faisaient pas forcément, nécessairement, naturellement. Il y a un élément qui est très important, me semble-t-il, c'est la connaissance. Voilà. Ce qu'on ne connaît pas, on ne l'appréhende pas. Et quand on n'appréhende pas les choses, on ne les fait pas, mais on ne les fait pas parce qu'on n'a pas envie de les faire. On ne les fait pas parce qu'on ne sait pas. Mais là, c'est plus votre domaine de compétence. Là, c'est finalement l'éducation nationale, c'est finalement la déconstruction permanente des préjugés dans tous les domaines. Mais vous avez parfaitement raison. Ça n'est pas que notre domaine. Je pense que l'entreprise a un rôle à jouer. Au titre d'acteur social, me semble-t-il. L'ensemble des partenaires ont évidemment un rôle à jouer puisque ce sont nos fonctions. Mais oui, il est clair que ce dont on parle, ce sont les comportements et que les comportements, ça se joue très très vite, très précocement et notamment au cours de l'éducation. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé. Alors, vous avez beaucoup de chiffres, peut-être les miens ne sont pas tout à fait justes, mais ces 4 dernières années, au niveau national, on est passé de 18 à 12%. Donc, absolument. Ça va tout de même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. On a eu de très très belles années post-Covid où pour la première fois, et en région c'était particulièrement notable, on a eu une reprise que France Travail, Pôle emploi à l'époque, qualifiait de structurelle de l'emploi des personnes handicapées. Jusqu'à présent, jusqu'alors en tout cas, souvent l'emploi repartait pour le tout public et ensuite seulement plus tard, les personnes en situation suivait avec un petit rebond, mais qui était léger. Les années post-Covid, on a eu une vraie reprise d'activité, voilà, et ce qui explique ce taux de chômage qui est meilleur qu'il ne l'était, mais on reste quand même à 12%. Donc il y a encore du boulot, le tout public est à 7%. Il y a encore de la marge. Yvan Talpart, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'AGEFIP. Emmanuel Wojnarowski, je rappelle que vous êtes chef de service à la Nord, à Nézat, hors mur. Entretien complet à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Avec vous, j'aimerais qu'on revienne, on parlait à l'instant finalement de casser les codes, de faire avancer les choses. On a compris que le volet AGEFIP était peut-être plus global, plus politique, mais vous êtes aussi sur le terrain. Est-ce que vous les rencontrez, ces freins, quels sont-ils ? Alors, le premier frein qu'on rencontre, c'est la méconnaissance et les préjugés. Parce que quand vous dites à une personne qu'on accompagne des personnes en situation de handicap psychique, mais ça fait peur. On a malheureusement un langage aujourd'hui dans la presse ou des faits, des événements dans la presse qui sont soulignés avec des pathologies psychiatriques et qui, voilà, un schizophrène est un tueur. Et ça nuit beaucoup
et surtout, c'est aussi un langage qui est très discriminant et qui fait souffrir les personnes accompagnées qui souffrent de ces pathologies. Donc, on se bat pour déconstruire ça. On dit avant tout et qu'on accompagne des personnes qui sont en situation de handicap. Elles sont stabilisées, elles ont un traitement, comme elles pourraient avoir pour n'importe quelle pathologie. Et ce qu'elles doivent savoir faire, c'est expliquer à l'employeur de quoi elles ont besoin pour être bien au travail. Donc, il y a des exemples très simples. Quelqu'un qui a un lourd traitement peut être plus fatigable qu'un autre, avoir besoin d'un temps partiel. Quelqu'un qui peut avoir des difficultés de mémoire. Alors, c'est pas ces difficultés intellectuelles, c'est le traitement ou l'élément cognitif qui est en difficulté. Et ça va être de dire à un manager, faut donner les consignes par écrit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les points d'attention qu'on peut avoir avec une personne en situation de handicap peuvent être valables pour tout à chacun. Et quelquefois, les managers se disent « Ah oui, tiens, je suis en difficulté avec telle personne dans mon équipe. Peut-être en fait que si je procédais autrement, ça irait mieux. » Selon le Défenseur des droits, en 2023, le handicap reste la principale source de discrimination en France. Alors, pardon, mais pour bien comprendre que le curseur aussi est sensible, comment est-ce qu'on n'est pas discriminant quand on dit, par exemple, qu'une personne en situation de handicap, eh bien peut-être en termes de travail, sera moins efficace qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap? Alors, on est discriminant en disant ça. Notre rôle, nous, aujourd'hui, l'ADAPT, on œuvre aussi pour sensibiliser, pour faire bouger ces préjugés. On milite pour faire comprendre que, oui, une personne qui a un handicap, au final, ça veut dire qu'elle a un frein sur quelque chose, mais à côté de ça, elle a des compétences. Et il y a des compétences aussi, parfois, qui sont surdéveloppées. Je dirais que, de manière générale, les personnes en situation de handicap veulent toujours prouver plus que les autres. Moi, j'ai connu un monsieur qui était en entreprise, qui ne s'est jamais arrêté une fois pour un arrêt maladie. Ce sont des personnes, par exemple, qui vont, alors quelquefois à tort, trop surinvestir leur poste, parce qu'elles ne s'autorisent pas, là où tout à chacun, si on n'est pas bien, on va chez notre médecin, on s'autorise de s'arrêter. Ces personnes-là ne s'autorisent pas de s'arrêter. Et puis surtout, développent des compétences. J'ai un monsieur aussi qui travaillait, qui en tant que préparateur de commandes, n'était peut-être pas au niveau de production de tous les préparateurs de commandes, mais il ne faisait aucune erreur. Donc voilà, l'entreprise s'y retrouve, c'est vraiment gagnant-gagnant. Une personne, on développe tous, et sans parler de situation de handicap, on a tous des compétences plus ou moins développées. En fait, au-delà des grands discours, les situations concrètes que vous nous décrivez, je pense qu'on les imagine bien. Yvan Telpart, on n'a pas parlé du tout des maisons départementales pour les personnes handicapées, qui sont des relais finalement, quelle est leur importance? Et on en a quand même 2 dans la région qui sont parmi les plus importantes de France. 2 massives. Leur importance, elle est assez capitale. Et pour la GFIP? Alors, l'importance de la maison départementale des personnes handicapées, je dirais que c'est une clé d'entrée. C'est-à-dire que si à un moment donné, compte tenu d'aptitudes que je peux avoir restreintes sur un poste de travail, j'ai besoin de me faire reconnaître, c'est à la maison départementale que je vais m'adresser. Cette maison départementale, elle va pouvoir m'octroyer la qualité de travailleur handicapé, on parle bien de qualité de travailleur handicapé. Elle va pouvoir aussi m'accompagner sur une première orientation, sur des droits, sur l'accès à certains droits, donc sur des aides, très concrètement. Elle va pouvoir aussi me proposer une orientation en fonction de ma situation, et elle le fait sur la base d'une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'est très important, parce que le handicap, ça n'est pas uniquement une atteinte fonctionnelle, c'est toujours la relation entre une personne et son environnement, et cette relation, elle est complexe, et donc elle mérite des regards croisés pluridisciplinaires. Est-ce que c'est à la MDPH qu'on reconnaît son handicap? Est-ce qu'on vient faire reconnaître son handicap? Oui, alors, on vient pas faire, on fait un dossier, effectivement. En général, la plupart du temps, l'étude, elle se situe au niveau du dossier, avec un certain nombre de pièces qui sont demandées. On n'a pas forcément à se déplacer à la MDPH pour être reconnu, mais c'est bien là qu'on va vous octroyer la reconnaissance. Et où se situe la région par rapport au niveau national? Alors, en termes de volume, on a la région de France, c'est une région importante, qui pèse très lourd. On a 2 des plus grosses MDPH. Alors quand je dis grosse, ça veut dire quoi? Ça veut dire des MDPH qui reconnaissent un nombre important
de personnes de façon annuelle, et donc parmi lesquelles la MDPH de Lille et celle du Pas-de-Calais. Mais est-ce à dire que dans la région des Hauts-de-France, il y a un plus important taux de personnes en situation de handicap qu'ailleurs? Alors, ça veut dire qu'il y a un taux qui peut être un peu plus significatif, et ça, c'est le résultat d'une histoire industrielle forte, premièrement, et puis, je dirais, d'une population qui est très largement concentrée. Hein. On a des foyers de population qui sont très très concentrés, on l'oublie souvent parce qu'on vit dedans au quotidien, mais c'est la résultante qui est purement statistique. Purement statistique. Le temps file, j'aimerais qu'on revienne... sur cette semaine en question, de quelle manière est-ce que finalement vous vous mobilisez pour faire ce qu'on est en train de faire, pour toucher les uns les autres, pour ouvrir les portes, pour déconstruire ce dont on parlait tout à l'heure? On fait de nombreuses actions. La GFIP porte aussi et nous aide et nous soutient dans des actions. On se rencontre avec les partenaires et on se disait qu'on était aussi une région où on avait l'habitude de travailler ensemble, de porter des actions communes, parce que c'est très important, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit médico-sociaux, France Travail, différentes assos. Enfin, on est tous mobilisés. Il y a des actions nationales comme par exemple le duodé. Enfin, moi aujourd'hui, à l'ADAPT, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des duodés. Donc les entreprises jouent le jeu, et je pense aussi que le duodé, il évolue, parce qu'il y a une époque où au démarrage... Qu'est-ce que c'est qu'un duodé? Alors le duodé, c'est les entreprises qui acceptent de jouer le jeu de quelqu'un d'une entreprise qui devient tuteur pour une journée, fait un binôme avec une personne en situation de handicap pour lui permettre de découvrir son métier. Donc c'est un pied dans l'entreprise. Bien sûr, l'idée c'est pas juste de mettre, c'est peut-être de tisser des liens, de peut-être envisager de poursuivre l'action et au-delà d'une journée de faire un stage et pourquoi pas de postuler et d'avoir un poste. Et au démarrage de cette action-là, peut-être qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient un peu des journées portes ouvertes, et aujourd'hui on est vraiment quand même on permet aux personnes de découvrir un poste, de faire leurs preuves aussi ou de se rassurer. Et donc ça c'est une bonne j'allais dire une bonne action, mais ça fait très... Et derrière ça, il y a des opportunités de poursuite de stage et peut-être de contact pour que les personnes soient en entreprise. Yvan Delpar, avec le recul de la GFIP. Ah ouais, et je trouve qu'Emmanuel a bien résumé les choses. C'est-à-dire que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, finalement, pour nous, c'est une semaine comme les autres. C'est-à-dire que nous, on continue à faire ce qu'on fait toute l'année. Ce qui est important, c'est de mettre la lumière sur ce qu'on fait toute l'année au cours de cette semaine. Et donc l'idée qu'on a avec l'ADAPT, avec le fonds public, le FIPHFP et la GFIP, c'est à un moment donné de rassembler les partenaires autour de l'ensemble des partenaires, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et tant mieux, de les rassembler autour de cette problématique de l'emploi des personnes handicapées pour, disons-le, faire un peu de buzz, et montrer que, oui, c'est possible. Le duodé, comme l'a dit Emmanuel, c'est un très bon exemple. Je suis en situation de handicap, je peux découvrir un métier. Je suis entreprise, je sais pas trop ce que c'est que le handicap, je peux accueillir une personne en situation de handicap. C'est du gagnant-gagnant, c'est une journée, c'est court, c'est pas super engageant, mais c'est plus si affinité. Eh bien voilà, des lumières qui sont bien utiles. Merci beaucoup Yvan Delpar. Je rappelle que vous êtes le délégué régional de la GFIP, et Emmanuel Wojnarowski, merci aussi. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'ADAPT Nord, à Nézat, Ormur. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.